Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà presque plus de 150, donc c'est déjà super. Alors, je suis Fabienne Broucaret, la fondatrice de My Happy Job. J'ai lancé My Happy Job il y a bientôt 4 ans, en 2016, avec l'idée et l'envie de partager avec le plus grand nombre les clés du bien-être au travail et de lancer un média positif qui parle de travail, qui apporte des solutions, des conseils, de l'actualité. Et je suis vraiment ravie que 4 ans plus tard, My Happy Job se décline en livre. Et les livres, comme vous le savez sûrement, sont du coup sortis hier. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire. Donc, pour vous expliquer un petit peu, la collection se compose pour le moment de 4 premiers titres aux éditions Vibert. Donc, vous avez le livre de Christophe sur les soft skills. Vous en avez un autre de Diane Ballona-Roland sur le slow working. Un de Franck Pani qui s'appelle Vivement lundi et qui est dédié plutôt aux managers. Et enfin, un livre de Catherine Bory qui s'appelle Zen et en forme. Et Catherine est naturopathe. L'idée de cette collection, c'est exactement la même idée et le même principe que le site. C'était vraiment de vous transmettre des clés pour vous sentir mieux au travail et d'exploiter, je dirais, tous vos talents et toutes vos compétences et de vous donner des conseils d'experts. Donc, pour chaque thématique, on est allé chercher la bonne personne. Et je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui, vous alliez échanger avec Christophe Deval. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce webinaire, on va faire en 2 temps. Christophe, je vais le laisser parler après moi, va vous faire une petite présentation d'à peu près 20 minutes sur les soft skills. Ensuite, je vais lui poser quelques questions sur la situation qu'on traverse en ce moment, le confinement, le déconfinement et cette période de crise, comment les soft skills peuvent nous aider à traverser tout cela. Et enfin, on vous laissera la parole pour poser vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est pendant la présentation, si vous avez des questions, utilisez le chat. Moi, je regarderai le chat et je noterai les questions comme ça. Dès qu'on a fini l'échange au bout d'une demi-heure, je peux poser les questions qu'il y a déjà dans le chat. Et ensuite, si vous avez envie de prendre la parole à la fin du coup de la présentation, quand vous cliquez sur participant, vous pouvez lever la main. Donc n'hésitez pas à nous faire signe et on débloquera du coup votre micro pour prendre la parole. Et sinon, pour poser les questions dans le chat, c'est dans l'onglet Converser. Et du coup, vous pouvez après envoyer un petit message à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas, on attend vos questions avec impatience. Je te laisse la parole, Christophe. Bon, si je déborde un peu trop… On ne t'en voudra pas. Non, 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 le mot de code, c'est « ça suffit maintenant », ok? Je compte sur toi. Alors, je vais… non, il faut d'abord que je partage mon écran. Hop. Déjà, on va perdre 5 bonnes minutes. Hop. Alors, pendant ce temps-là, si tu veux, je peux meubler. On me demande s'il y aura un compte-rendu après. Alors, on va voir si on fait un compte-rendu. En tout cas, il y aura un replay. Le webinaire est enregistré, donc vous aurez en tout cas la possibilité de le revoir. Et du coup, n'hésitez pas après ensuite à partager le lien. À toi, Christophe. Bien, merci Fabienne. Pendant ces 20 minutes, mon objectif, bon, à la fin, ce sera quand même de présenter le bébé, on est quand même là pour ça. Mais avant ça, c'est de donner un peu de contexte sur ce terme de soft skills, qui est un des termes à la mode. Il y en a régulièrement sur les sujets RH au sens large. Donc, d'expliquer un peu mon point de vue sur le sujet, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est en tout cas le parti pris que j'ai retenu pour le livre et plus généralement pour mon activité. Quand on regarde cette notion de compétence, on va commencer par des choses que tout le monde sait maintenant. Pendant très longtemps et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la seule chose qui comptait, c'était les hard skills. On ne les a jamais vraiment appelés comme ça. On les appelait les compétences techniques, l'expertise métier, les connaissances sectorielles parfois. En tout cas, tout ce qui relève du savoir et du savoir-faire au sens technique du terme. Sont apparus après, il n'y a pas si longtemps que ça, on en parle vraiment, je me mettrais ça à une quinzaine d'années sans être très affirmatif sur le sujet. En tout cas, moi, dans ma pratique en RH, ça doit faire à peu près ça, ouais, 15-20 ans. Sont apparues donc ces dimensions davantage comportementales et relationnelles. D'où est-ce que c'est venu? À mon sens, il y a 2 grands phénomènes qui expliquent ça. Le premier phénomène, c'est la hausse de la concurrence. Et le deuxième, c'est la fin de l'emploi à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus des clients et des salariés à vie, il faut les attirer et ensuite, il faut les retenir. Et ça nécessite d'aller au-delà des compétences purement techniques. C'est pour ça que les organisations se sont dit, maintenant, on a besoin de gens qui savent faire du développement commercial, qui savent négocier,
qui savent manager, qui savent faire des présentations en public, c'est-à-dire tout un tas de choses très comportementales. Comme c'était ça le besoin, les organisations se sont dit, bon, ben, on n'a qu'à former les gens à ça. Et c'est ce qu'elles ont fait et ce qu'elles font encore, c'est-à-dire d'avoir des formations très ciblées sur ces différents domaines-là, très comportementaux et relationnels. C'est une très bonne idée, c'est nécessaire certainement. Ça permet d'apprendre tout un tas de techniques, de façons de faire, parfois de recettes. Mais en fait, la situation est un petit peu plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles ça va suffire. Il y a déjà des personnes qui se débrouillent très bien avec elles-mêmes, c'est-à-dire qui arrivent à apprendre sans que personne ne leur enseigne rien. C'est-à-dire qu'on développé cette capacité d'apprentissage et de croissance permanente par elles-mêmes. Il y a d'autres personnes pour lesquelles, quand on leur donne quelques billes, quand on leur donne quelques techniques, elles arrivent ensuite très bien à les appliquer dans leur environnement. Il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles ça ne marche pas. Et ça a été mon expérience chez KPMG avant cette nouvelle vie que je fais maintenant, où j'étais directeur du développement des talents jusqu'à il y a 2 ans. Et j'intervenais notamment sur tout ce qui était formation des people managers, donc les managers et associés avec une fonction de gestion de carrière. Et donc, on visait, nous aussi, ces objectifs comportementaux qui soient meilleurs pour donner un feedback, pour fixer des objectifs, pour parfois gérer les réactions de personnes qui étaient, par exemple, pas contentes de leurs variables, ce genre de choses. Et il y avait un certain nombre de personnes donc, qui, du coup, devenaient meilleures après. Et il y avait un certain nombre de personnes pour lesquelles rien ne changeait. Et de manière encore plus surprenante, quand ils étaient en salle de formation, ils pouvaient être excellents en jeu de rôle, ils pouvaient savoir exactement ce qu'il fallait faire, parfois même le faire dans cette espèce de contexte un peu artificiel. Et quand on les remettait dans la vraie vie, en fait, pas grand-chose changeait. Et c'est là où je me suis dit, on s'est dit avec mon associé, Sylvie Bernard-Curie, on s'est dit peut-être qu'on est en train de faire fausse route. Peut-être qu'on est en train de former les gens à des choses qu'ils savent déjà faire et qu'on ne les forme pas à des choses qu'en fait, ils ne savent pas faire. Quand on regarde quelques exemples très simples, faire une présentation en public, ça s'appelle parler devant des gens. Fixer un objectif, ça veut dire ce qu'on veut. Donner un feedback, c'est dire ce qu'on pense. Bon, les enfants de moins de 10 ans savent faire ça parfaitement. Ils font des spectacles de fin d'année à l'école, ils sont capables de faire ça, la plupart d'entre eux, pas tous, sans aucun stress. Quand ils reçoivent un pull à Noël ou de mamie et qu'ils disent « il est tout moche ton pull, mamie », ça s'appelle donner un feedback. Bon, ok, la technique est encore perfectible, mais le principe est acquis. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on était capable de faire quand on était enfant, quand on était jeune, et que maintenant, on n'est plus capable de mobiliser parce qu'on est dans un contexte un peu différent. D'où cette idée de troisième génération de soft skills qui sont non plus ce qu'il faut qu'on fasse avec les bras, les jambes et la bouche, c'est-à-dire comment se comporter, comment agir, comment dire les choses, et de davantage débloquer ce qui va nous empêcher d'apprendre et ce qui nous empêche de mobiliser ce qu'on sait déjà. Donc, les soft skills internes, par opposition aux soft skills externes, c'est-à-dire comportementales ou relationnelles, c'est comment est-ce que je gère ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment est-ce que je peux mobiliser un certain nombre de capacités, pas forcément innées, mais en tout cas acquises très jeunes, qu'on va pouvoir utiliser, qu'on aura besoin d'utiliser dans tout un tas de contextes. C'est pour ça aussi que les soft skills internes sont des métacompétences. C'est-à-dire que ce sont des compétences, des skills qu'on va pouvoir utiliser dans tous les contextes. On en verra un certain nombre, celles les 10 du livre tout à l'heure, mais être capable de gérer ses émotions, de faire preuve d'empathie, d'interagir avec les autres dans un sens commun, etc. On en a besoin dans le domaine professionnel, mais on en a besoin avec nos amis, dans notre couple, avec nos enfants. Donc, c'est ce socle de compétences-là indispensable, quelles que soient les situations qu'on va avoir à gérer. Du coup, les 10 soft skills du livre, alors quand on dit 10, il y a toujours un côté un peu arbitraire. Donc là, c'est clairement arbitraire puisqu'il m'était imposé 10 chapitres dans le livre. Donc 10 chapitres, 10 skills. Hein? Qui a osé faire ça? Je te dirai un jour, j'oserais te l'avouer. Donc, on peut très bien s'arrêter à 7 si on a envie, on pourrait en rajouter quelques-unes de plus. Mais c'était vraiment les compétences socles, on va dire, ou quel que soit l'univers dans lequel on évolue, quel que soit le monde dans lequel on évoluera demain, qu'on aura à gérer demain,
on aura besoin de ces compétences-là. Et on aura besoin de les mobiliser. Donc, on va les passer en revue et je vais vous en dire un mot sur chacune d'entre elles. Ça marche par étage, c'est-à-dire que les 3 du bas, c'est vraiment le socle de base pour débloquer tout le reste. Et dans ce socle, donc on trouve l'attention, on trouve la flexibilité mentale, c'est-à-dire comment gérer ses pensées, et on trouve l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est l'intelligence de ses émotions. La version tournée vers les autres, on la verra plus tard avec l'empathie. Donc, être maître de son attention, savoir utiliser ses pensées, savoir utiliser ses émotions, c'est le socle indispensable, quel que soit ce qu'on aura à faire. Dans ce socle-là, il y en a un qui est vraiment la fondation, c'est l'attention. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'ouvrir les yeux, de voir un certain nombre de choses, de toute façon, on perd l'apprentissage, on perd le feedback de notre environnement, on perd toute une part de connaissance sur nous-mêmes et ce qu'on ne voit pas nous contrôle. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable de voir ce que je pense et ce que je ressens, ça veut dire que ça décide à ma place. Si je ne vois pas la peur, c'est elle qui va déjà décider de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Si je suis persuadé d'avoir raison, je vais déjà avoir un comportement qui va être en ligne avec ça si je ne me rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment ça le pivot, on va dire, de tout le reste et c'est pour ça que c'est le premier chapitre du livre. Ensuite, la flexibilité mentale, c'est la capacité à voir ses émotions, non pas comme ses pensées, pardon, non pas comme la vérité, comme quand on pense avoir raison, mais comme un outil parmi d'autres pour notre cerveau. Notre cerveau utilise tout un tas d'outils, l'empathie en est une, les émotions en sont une autre. Donc, c'est de pouvoir utiliser nos pensées, de voir en quoi elles sont utiles ou pas, plutôt que de chercher à les discuter, à chercher les vraies ou les fausses. La flexibilité mentale, l'inverse, c'est la rigidité mentale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez autour de vous, forcément vous en avez, des gens qui ont toujours raison, qui savent toujours tout mieux que tout le monde. Avec qui on ne peut jamais discuter, de toute façon, ils ne changeront jamais d'avis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces gens-là, en général, ils racontent n'importe quoi. C'est pour une raison très simple, c'est que la rigidité mentale, quand on a toujours raison, par définition, on n'apprend rien. Et quand on n'apprend rien, au bout d'un moment, on raconte que des conneries. Donc, c'est vraiment cette idée de prendre de la distance avec ce qu'on pense pour pouvoir l'utiliser. Pour donner un exemple un peu plus concret là-dessus, sur, par exemple, la question de l'estime de soi. Il y a maintenant pas mal d'études qui montrent que l'estime de soi, en fait, ça ne sert pas à grand-chose et qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de corrélation avec, par exemple, ce qu'on réussit à faire dans la vie. Ce qui va être clé, par contre, c'est le rapport qu'on va avoir à ces pensées négatives sur soi-même. Si je pense que je ne suis pas à la hauteur, si je manque de flexibilité mentale, je vais prendre ça pour argent comptant. Il y a déjà tout un tas de choses auxquelles je vais renoncer. Je vais éviter de me confronter à tout un tas de responsabilités, situations, etc. Si par contre, je fais un peu plus preuve de flexibilité mentale, je vais voir que déjà, ce n'est peut-être pas tout à fait vrai et qu'il y a d'autres facettes de moi. Mais surtout, je vais pouvoir utiliser ça. C'est-à-dire que, par exemple, c'est peut-être ce type de pensée qui m'a amené à me remettre en cause, à faire des efforts, à chercher à progresser en permanence. Donc, ça va vraiment être l'idée de voir les pensées sous l'angle utile plutôt que vrai. L'intelligence émotionnelle, c'est le pendant par rapport aux pensées. Donc, cette fois, c'est comment est-ce qu'on utilise ces émotions. Pour faire court, c'est comment est-ce qu'on entend le message de ces émotions sans les repousser, sans s'y fermer, auquel cas on n'entend plus le message, mais sans non plus être submergé par elles. Donc, c'est trouver cet équilibre entre ne pas rejeter et ne pas faire trop de place non. Une fois qu'on a ce socle, on va pouvoir construire un deuxième niveau. Le deuxième niveau de l'attention, c'est la sensibilité au contexte. Une fois que je suis capable de me connecter, de voir ce qui est en train de se passer, d'être plus attentif, je vais pouvoir davantage observer ce qui se passe autour de moi. Ça va être très important et surtout dans les environnements changeants dans lesquels on est. D'être capable de voir qu'est-ce qui est en train de changer autour de moi, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui était vrai avant qui ne l'est plus aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train potentiellement de rater. Ce qu'on va trouver dans la sensibilité au contexte, c'est aussi la partie très importante du changement de ses habitudes. Les habitudes sont essentiellement déterminées par le contexte. C'est dans une situation spécifique, je vais réagir de la même manière. Par exemple, on me coupe la parole, systématiquement, je m'énerve. Et ça va entraîner le même type de conséquences à chaque fois. Si je ne suis pas capable de voir ça, je ne suis pas capable de voir ce qui va déclencher mon habitude et donc de la changer. Le niveau 2 de la flexibilité mentale, c'est la créativité. Une fois que je ne suis pas sûr à 100%, que je ne suis pas acharné sur le « j'ai raison », ça veut dire que je commence à ouvrir un pan
on va pouvoir élargir très largement. Là, maintenant, on va avoir un éventail beaucoup plus large au niveau de la pensée, mais pas que. Et dans le livre, il y a tout un tas de pistes pour développer sa créativité par l'environnement externe, les autres, etc. Le niveau 2, alors ce n'est pas vraiment un niveau 2, c'est l'autre versant de l'intelligence de ces émotions, c'est la partie valeur et sens, parce que les deux vont ensemble. Pourquoi est-ce qu'elles vont ensemble? C'est parce qu'on peut être touché que par ce qui compte. Qui dit émotion dit valeur. Sinon, on serait juste indifférent. Donc, si on est capable d'entendre le message de ces émotions, il y a des chances derrière qu'on soit capable d'entendre ce qui est véritablement important pour nous. Quand je dis nous, c'est nous en tant qu'individu, mais ça peut être nous en tant que collectif de travail, par exemple. Avec ces 6 briques, on a fait la partie sur soi. Maintenant, on peut aller vers les autres avec le duo empathie, bienveillance et coopération. Donc là, ça va être comment est-ce qu'on se coordonne avec les autres, comment est-ce qu'on travaille pour l'intérêt commun, et puis comment est-ce qu'on renforce cette compréhension des autres. On entend souvent que dans nos sociétés, on met souvent en avant le côté compétitif, le côté un peu brutal, un peu égoïste, un peu intéressé de l'être humain. Et c'est vrai qu'on peut avoir ces tendances-là, mais le facteur différenciant de l'être humain, c'est vraiment cette capacité à la coopération et à l'être ensemble. On est le singe social par excellence. Si on n'avait pas eu cette capacité-là, on n'aurait de toute façon pas pu survivre. Quand on regarde les bébés, dès les premières semaines, ils ont déjà des premiers mouvements d'empathie. Il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez consulter qui montrent de tout jeunes enfants venir en aide à des adultes sans qu'on leur demande rien. Donc, on est vraiment câblé pour ce côté entraide qui est souvent empêché par les briques qu'on a vues en dessous. Et pour autant, on peut aller un peu plus loin. C'est le but de ce niveau un peu social. Et le dernier étage, c'est l'énergie d'un côté. Donc, comment est-ce qu'on gère son budget corporel, comment est-ce qu'on gère son énergie. C'est rarement cité dans les soft skills. Et il y a un livre spécifiquement sur ces aspects-là dans la collection My Happy Job. C'est vraiment le socle, c'est-à-dire que notre tête prétend toujours être aux commandes de tout, alors qu'en fait, notre corps décide d'énormément de choses, sans qu'on s'en rende compte. Il y a tout un tas d'études là-dessus et des choses toutes bêtes, l'influence du taux de glucose que vous avez dans le sang, de votre niveau de fatigue, de tout un tas de choses comme ça, qui font que si vous n'êtes pas en bonne énergie physique, l'intelligence émotionnelle, la créativité et tout ce qu'on a vu avant va quand même devenir beaucoup plus compliqué à faire parce que vous serez juste en train d'essayer de tenir le choc. Et puis enfin, la complexité. La complexité, c'est un peu la combinaison de toutes les autres. Et par là, c'est ce que j'entends dans cette skill-là, c'est comment est-ce qu'on peut devenir plus complexe. C'est-à-dire pas plus compliqué, mais plus riche. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de nos pentes naturelles? Comment est-ce qu'on peut élargir nos traits de personnalité pour devenir plus que ce qu'on pense être ou ce qu'on a l'habitude d'être? Et puis, ça peut être aussi, donc c'est évidemment de s'épanouir dans la complexité, de voir que tout est multicausal et que tout est en interaction. Et puis, c'est aussi d'accéder à quelque chose qu'on appelle la sagesse, qui est un mode très différent de la pure réflexion, etc. Donc, tout ça, c'est dans la partie complexité. Je suis déjà à la bourre, non? Ça va? Ça va, on a encore une petite 10 minutes, 5-10 minutes. Bon, ok. Un exemple d'illustration, j'ai dit tout à l'heure que quand on est sur les parties très comportementales, ce n'est pas nécessairement suffisant et que si on utilise ces soft skills internes, il y a tout un tas de choses qui vont devenir possibles ou en tout cas plus faciles. Prendre l'exemple de la prise de parole dans le public, puisque c'est une des choses qui pose le plus de problèmes à beaucoup de gens, en tout cas pose un problème à beaucoup de gens. On peut apprendre des techniques de prise de parole en public et c'est très utile. On va pouvoir augmenter son impact grâce à ça. Mais pour autant, si on n'a pas travaillé ces soft skills internes avant, ça va être un peu compliqué. Et si on a travaillé ces soft skills internes, il est possible qu'on n'ait pas autant besoin de ces techniques-là. Si je suis capable de faire preuve de flexibilité mentale, c'est-à-dire de ne pas me laisser embarquer par la pensée qu'on va me trouver inintéressant, si je suis capable de ne pas me laisser submerger par la peur, l'anxiété, qui va faire que je vais être très maladroit, voire même que je ne vais pas y aller, je vais trouver des excuses pour ne pas le faire. Si du coup, je vais davantage être capable d'être en empathie parce que je vais être moins focalisé sur moi-même, je vais donc être plus en observation de ce qui se passe dans mon public, de voir ses réactions, de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, de voir là où je suis efficace, là où je ne le suis pas. Je vais du coup pouvoir m'adapter en fonction de ce que je vais pouvoir voir, c'est la sensibilité au contexte. Et puis, je vais pouvoir être un peu créatif, un peu innovant parce que je ne serai pas bloqué par ce que je ressens à l'intérieur.
Et puis surtout, il y a des chances que j'y trouve du plaisir, que j'y trouve en tout cas du sens si je fais ça. Donc sans technique, si je réussis à faire tout ça, il y a des chances que je sois plutôt pas mauvais du tout. Et par rapport aux techniques, j'ai même un vrai plus, c'est qu'il y a des chances que je sois authentique. Donc, j'ai beaucoup de chances d'avoir plus d'impact, d'être beaucoup mieux perçu qu'avec des techniques un peu froides et parfois un peu artificielles. Pour donner un deuxième exemple, dans les organismes, de comment s'imbriquent, finalement, les 10 skills, là, c'est des briques de Lego. Donc, on peut mobiliser, comme on vient de le voir, pour un peu toutes les activités. On peut le combiner aussi pour… toutes les organisations ont défini des cibles comportementales. Je vais en prendre 2 qui reviennent régulièrement et montrer comment, avec ces skills, on peut réussir à faire quelque chose. Un thème que j'entends beaucoup, c'est la notion de confiance. Le problème, c'est que la confiance, c'est un concept qui est très, très difficile à attraper. Comment est-ce qu'on instaure de la confiance? Grâce à des skills comme ça, comme celle qu'on vient de voir, on va pouvoir décomposer ça en comportements activables et donc qu'on peut développer. Si je veux développer de la confiance, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de faire preuve de flexibilité mentale. J'ai besoin de ne pas me laisser engluer dans les jugements que je vais avoir par rapport aux autres. Je vais avoir besoin de gérer mon anxiété. Faire confiance, c'est prendre un risque. Si je ne veux pas prendre de risque, si je ne veux pas avoir peur, je ne peux pas faire confiance. Je vais avoir besoin de me connecter à mes valeurs et au sens, déjà pour être digne de confiance. Donc, pour agir en ligne avec mes valeurs personnelles et les valeurs que je prône ou qu'on prône collectivement. Je vais avoir besoin de l'empathie et de la bienveillance pour que la personne en face de moi se sente comprise. Et évidemment, je vais avoir besoin de la coopération pour favoriser tout ce qui est dans le sens de l'intérêt collectif, du bien commun. Un deuxième exemple, la vision stratégique. Pareil, bon, on manque de vision stratégique. Comment est-ce qu'on fait pour développer ce truc-là? Eh bien, on peut le développer avec quelques ingrédients, quelques skills. La première, c'est évidemment la flexibilité mentale, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de développer une nouvelle vision si on est persuadé de tout savoir ou si on a une vision très étriquée de la réalité. On va avoir besoin des valeurs et du sens, parce que développer une vision stratégique, ça veut dire être au clair sur ce qui est important aujourd'hui et encore plus ce qui va être essentiel demain. Je vais avoir besoin de la sensibilité au contexte. Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce que je m'attends à voir continuer à changer sur les années qui viennent? Et évidemment de la complexité pour prendre en compte tout un tas de paramètres en interaction. Ça peut se discuter, on pourrait en rajouter d'autres. Par exemple, dans la vision stratégique, on aurait sûrement besoin de la dimension plus collective de la coopération et de l'empathie pour emmener avec soi, etc. Mais au moins, ça vous donne une idée de comment on peut combiner ça, quels que soient les comportements cibles, autonomie, responsabilité, que sais-je, dont on a besoin dans les différents contextes professionnels. Alors maintenant qu'on a dit ça, il ne reste plus qu'à savoir comment est-ce qu'on fait pour développer les soft skills. Une fois maintenant on a nos boîtes, on sait ce qu'on a dedans. Pour développer ça, on est allé rechercher avec Sylvie depuis une dizaine d'années des méthodes qui soient à la fois simples et surtout qui soient efficaces. Il y a tout un tas de choses qui circulent aujourd'hui dans tout ce qui est développement personnel, mais aussi dans tout ce qui est formation soft skills. Et là-dedans, ça ne veut pas dire que ce qui se fait ne marche pas. Ça veut dire que pour la plupart des cas, on n'en sait rien, si ce n'est la perception des gens eux-mêmes qui est rarement le meilleur indicateur de la performance réelle. Donc, on cherchait quelque chose de suffisamment solide. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour développer les soft skills? Il faut une théorie et des processus spécifiques. Il faut savoir exactement de quoi on parle. Flexibilité mentale, on peut le définir. Intelligence émotionnelle, on sait le définir. Sensibilité au contexte, on sait le définir, et ainsi de suite. Une fois qu'on l'a défini et qu'on sait comment ça fonctionne, il faut maintenant des techniques pour le développer, des techniques à la validité scientifiquement démontrée. L'approche qui a répondu le mieux, selon moi, ça ne veut pas dire que c'est la seule et qu'il n'y en a pas d'autres, en tout cas c'est celle qui, moi, m'a le plus parlé d'un côté et convaincu de l'autre, c'est la science comportementale contextuelle. On a plus de 1000 validations scientifiques dans différents contextes, mais notamment dans le monde professionnel, où on a pas mal d'études maintenant qui montrent que de développer ces skills-là, c'est ce qui permet de développer aussi bien le bien-être que la performance, qui est toujours perçu souvent perçu comme un arbitrage. Sous-entendu, plus on est performant, plus on est obligé de payer un peu de prix en termes de bien-être. Et quand vous regardez les différentes skills, si je suis capable de bien m'entendre avec les autres, si je suis capable de bien gérer mes émotions, d'être au clair sur mes priorités, d'adapter mon comportement en fonction du contexte, etc., etc., il y a des chances que je sois plus efficace et en même temps que je sois mieux dans mes baskets au travail et ailleurs. Autrement dit, on va commencer à mettre en place un cercle vertueux.
Une fois qu'on a la méthode, qu'on a les outils, il ne reste plus maintenant qu'à passer à l'attaque et de s'entraîner. Donc là, ça fait tout de suite un peu peur, mais comme ça, vu comme ça, on se dit que ça va faire mal. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Donc, pour moi, l'analogie avec les soft skills, c'est vraiment l'analogie. C'est pour ça que j'ai pris l'image d'un. Alors, je ne sais pas s'il est coach sportif, mais en tout cas, c'est l'image que je voulais. C'est vraiment cette notion de muscle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille, et comme un muscle, au bout d'un moment, ça se perd. C'est-à-dire qu'on n'a pas développé pour toujours de la flexibilité mentale et de l'intelligence émotionnelle. Oui, c'est sûr qu'on ne viendra pas à la base zéro, mais même pour les personnes très empathiques, il y a des moments où on ne l'est pas du tout. Peu importe les raisons, peut-être parce qu'on est fatigué, parce que c'est une personne, peu importe, mais il y a des moments où on n'est plus capable de le faire. Il y a des moments où on n'arrive plus à gérer nos émotions. Il y a des moments où on est persuadé d'avoir raison et de rentrer dans des conflits. Donc, pour ça, il y a deux façons. Donc, soit on a notre programme d'entraînement, c'est ce qu'il y a dans le livre. Et puis après, on peut utiliser aussi un coach sportif. Donc, c'est pour ça que là, je viens de lancer un programme. On vient de lancer un programme à distance de soft skills conçu comme un programme de fitness, donc 1h30 à 2 heures sur chacune des skills, au cas où on n'aurait pas le courage d'aller soi-même tout seul à la salle de sport régulièrement, même si c'est un excellent début de commencer avec le livre. Et justement, on va passer au livre. On va vous montrer quelques pages que peut-être vous avez pu consulter sur le site de Vibert. Une introduction qui reprend un peu ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Par contre, Christophe, je crois qu'il faut que tu fermes peut-être l'autre doc. Alors, il faut que je ferme quoi? Ta présentation. En fait, là, on voit toujours ta présentation. Hop, est-ce que c'est mieux? Non. Alors là, on te voit toi. Et du coup, maintenant, il faut partager. Alors, peut-être que si tu refais repartager l'écran. Ouais, je recommence. Voilà. Ça marche pas? Voilà, c'est bon. Là, on est au test. Bon. Voilà, super. Alors, donc, il y a l'introduction. Je reviens rapidement en arrière, du coup. Il y a l'introduction qui, hop, on vient de la voir, qui reprend un peu la philosophie de ce que je viens de vous dire pendant ce quart d'heure, 20 minutes. Un test qui vous permet de vous évaluer sur les 10 skills, c'est de savoir où focaliser votre attention, c'est le cas de le dire puisque c'est le chapitre qui suit, de focaliser vos efforts sur les chapitres suivants. Ensuite, la première séance d'auto-coaching, c'est contrôler son attention, qui est, rappelez-vous, vraiment le fondamental de tout le reste, avec une petite introduction à chaque fois, un carnet de bord qui vous permet de faire une sorte de mini-diagnostic des situations dans lesquelles vous auriez probablement intérêt à travailler davantage votre attention. En tout cas, elle peut vous faire défaut. Ensuite, un exemple à chaque fois. Donc là, Audrey, qui, on va dire, à chaque fois, c'est un exemple de personne ayant une marge de progression significative. Donc, pour dire les choses autrement, qui font à peu près tout sauf ce qu'il faut. À droite, à chaque fois, on a le décryptage qui décode ce qui pose problème dans la situation de la personne. Ensuite, on rentre dans le coaching à proprement parler, donc avec des petites vignettes, des astuces, une ou deux pages d'introduction, et ensuite, on rentre vraiment dans les clés avec à chaque fois un peu d'informations évidemment, mais surtout de la pratique, des entraînements, et puis avec quelques vignettes comme le multitasking qu'on voit là. Et donc là, pour prendre l'exemple de quelques exemples qu'on trouve dans ce chapitre-là, ça va être comment focaliser son attention dans l'absolu, mais aussi voir les angles morts. Est-ce qu'il y a des endroits où notre attention ne va pas? Est-ce que c'est mes émotions que je ne vois jamais? Est-ce que c'est mes pensées que je ne vois jamais? Est-ce que c'est les sensations dans mon corps que je ne vois jamais, par exemple la fatigue? Est-ce que c'est les réactions des autres que je ne vois jamais? Et ensuite, il y a une série d'exercices qui permettent de développer chacune de ces facettes en fonction des zones où on est moins familier. Donc, c'est vraiment cette notion de développement un peu comme un muscle. On a peut-être développé le mollet gauche, mais on a peut-être besoin de développer toute la jambe, et puis l'autre, et puis après le haut du corps. Et à la fin, on a une synthèse qui est un carnet de bord et qui est donc pour passer à l'action. Très bien. Merci, Christophe. Je peux arrêter de partager mon écran. Voilà. Hop, très bien. Hop. Alors, moi, j'ai noté quelques questions. Je vais d'abord commencer. Avec la période qu'on traverse, on a eu 2 mois de confinement. Là, on est en déconfinement. On est encore en période de crise avec beaucoup d'incertitudes encore pour l'avenir. Selon toi, quelles sont les soft skills vraiment importantes? Alors, si ce n'est pour surmonter la crise, mais en tout cas pour la vivre du mieux possible.
notamment au travail? Alors, pour moi, il faut distinguer deux niveaux. Il y a le niveau collectif et il y a le niveau individuel. Au niveau collectif, alors nous, collectivement, en tant que société humaine, je pense que les deux skills qui vont être clés dans la période qui vient, c'est d'un côté la créativité. Ce qu'on a été obligé de faire quand vous regardez, quand on voit ce qui apparemment n'était pas possible, notamment sur le télétravail, quand vous voyez aujourd'hui toute l'ingéniosité d'un certain nombre de commerces, par exemple les restaurants, pour réussir à rouvrir tant bien que mal un peu plus tôt, etc. Donc on va avoir besoin dans cette période un peu inédite de faire preuve de créativité. La deuxième chose, ça va être pour moi la coopération. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans on est déjà dans une période de turbulence, elle a été sanitaire, elle va devenir économique. Donc, ça va tanguer assez fort, voire très fort. Et dans ces moments-là, c'est là où la coopération a tendance à lâcher. Où on va commencer à trouver des coupables, on va chercher à trouver des responsables, à trouver des boucs émissaires. Donc, ça va vraiment être essentiel de rester soudé, quoi. Sur le plan individuel, pour moi, il y a deux skills. Je suis désolé, il y a quelqu'un qui sonne chez Oui, moi. c'est ça, si tu veux y aller. Ce sont les aléas du direct. Voilà. Je n'ai pas coupé le compteur électrique pour éviter la sonnette, donc voilà ce que ça donne. Sur le niveau individuel, pour moi, il y a deux skills qui vont… Si tu veux y aller, il n'y a pas de souci, je vais m'occuper, ne vous inquiétez pas. Alors, je profite pour répondre à l'oral aux questions qu'on me pose. Du coup, alors, comment acheter le livre? Il est disponible, alors bien évidemment, chez vos libraires et ils ont besoin qu'on retourne tous les voir. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre libraire et si le livre n'est pas là, à le commander. Et sinon, il est disponible à la Fnac, Amazon, Cultura. Et on me demande s'il y a une version numérique du livre. Oui, il y a une version Kindle qui coûte 9,90 € de mémoire. Donc voilà, donc, j'ai répondu aux questions en attendant. Voilà, je suis de retour après la pub, comme tu viens de faire la pub sur les bouquins. Je réponds aux questions, voilà. Voilà. Oui, donc je disais pour moi, les deux ingrédients essentiels, c'est flexibilité mentale et intelligence émotionnelle. Parce qu'il y a deux pièges essentiels et je pense qu'on l'a tous vécu pendant le confinement, notamment dans le domaine émotionnel, c'est-à-dire de vivre des espèces de montagnes russes avec une mosaïque d'émotions. Enfin, moi, à titre personnel, ça allait de l'espoir à l'anxiété, au désespoir, à la frustration, à tout un tas de choses. Donc, pour moi, c'est vraiment et ça va continuer cette période d'incertitude, donc de gérer, on va dire, ces chocs, ces vagues émotionnelles. La deuxième chose, c'est la flexibilité mentale parce qu'on est dans une période d'incertitude. On l'a vu pendant cette crise-là, ce besoin qu'on a d'avoir des certitudes. Alors, on regarde ce qui s'est passé pour la chloroquine, par exemple. Dès le début, il y avait des gens qui savaient déjà. Moi, je voyais sur Facebook mes contacts qui tous étaient convaincus que oui, c'était bien, non, c'était pas bien, alors qu'en fait, on n'en savait rien du tout. Et un autre phénomène, je ne sais pas si vous avez vécu ça, moi je l'ai vécu pendant le confinement, c'est d'être sûr, par exemple, je disais, moi je suis persuadé que ce virus, il va disparaître comme il est venu. Je ne sais pas si vous avez entendu ça autour de vous. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens le dire et je me le suis dit aussi, avec cette espèce de pseudo-certitude. Donc, c'est vraiment d'être très vigilant à « ouais, ça y est, c'est bon, on sait ». En fait, on va rentrer dans une période d'inconnu. On y est sur le plan sanitaire, mais je pense qu'on va l'être beaucoup plus largement. Donc, c'est d'être très vigilant à cette partie de nous qui est persuadée d'avoir tout le temps, de savoir tout le temps. Il y a quelqu'un qui s'étonnait de ne pas avoir vu dans les soft skills, et notamment pour reparler de la période actuelle, de la communication. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Alors, comment tu classes la communication par rapport aux soft skills que tu as évoqués? En fait, parce que pour moi, la communication, c'est une soft skills comportementale. Et comme mon parti pris, c'est qu'une fois qu'on a débloqué le reste, on n'a pas vraiment de problème de communication. Alors, la preuve, on sait communiquer avec les gens très simplement la plupart du temps. Pour prendre un truc, je reprends mon exemple de prise de parole en public. Quand on fait un dîner où il y a 10 personnes autour de la table, il y a 10 amis à nous autour de la table, on ne dit pas « Ah non, moi je dis rien parce que parler en public, c'est juste pas possible ». On y arrive très bien. Donc, en général, on n'a pas de problème. On peut avoir des choses liées à la communication, mais si je suis déjà capable de ne pas être englué dans ce que je ressens, si je suis capable de faire preuve d'empathie, si j'ai cette skill de coopération et d'intérêt collectif, etc., il y a tout un tas de choses qui vont se débloquer. Donc, il y a des éléments de communication dans le livre, notamment dans le chapitre sur la coopération et l'empathie, mais ce n'est pas en tant que tel.
Et quand tu nous parlais tout à l'heure des soft skills qui étaient importantes dans cette période actuelle, est-ce que tu aurais une ou deux pistes concrètes à nous donner pour les développer? Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent peuvent faire après avoir vu ta présentation? Je vais donner un petit truc sur, ouais, un petit truc sur chaque, sur la partie émotion et la partie pensée. Sur la partie pensée, c'est plutôt que de dire voilà, c'est ce que je pense, de prendre l'habitude de se mettre un peu en position méta, c'est-à-dire de parler un peu de soi à la troisième personne. C'est-à-dire, au lieu de dire voilà ce que je pense, c'est de dire ma tête me dit que. Ma tête est persuadée d'avoir la réponse. Ma tête est persuadée d'avoir raison. Ma tête est persuadée que ça va mal se terminer. Ce qui est une première façon de prendre un peu de distance. En fait, et ça permet de se rendre. En fait, la plupart de nos pensées sont programmées et automatiques. C'est-à-dire qu'elles nous viennent spontanément, un peu comme un pop-up sur un écran d'ordinateur, les publicités intempestives. Et la plupart du temps, on ne décide pas de ce qu'on pense. Donc, c'est de réussir à faire un pas de côté pour décider de est-ce que je me laisse embarquer là-dedans ou pas? Est-ce que ça va m'aider ou pas? Sur la partie émotion, je pense que c'est un mix. Je vais reprendre mon surfer sur la vague. Pour moi, c'est un mix de. En fait, une émotion, quand on fait rien, c'est-à-dire quand on ne met pas d'huile sur le feu, ça dure en moyenne 90 secondes. Certaines traînent un peu plus longtemps, mais ce n'est pas plus de quelques minutes. Alors après, comme une vague, ça va et ça vient. Ça veut pas dire qu'on s'en est débarrassé une fois pour toutes. Mais quand on ne se monte pas le bourrichon, en fait, ça passe assez vite. Donc, pour moi, c'est vraiment d'observer et, premièrement, d'observer ce qu'on ressent dans le moment présent et de faire preuve de bienveillance envers soi-même, de se dire c'est normal. En gros, voilà ce que je ressens, c'est normal et ça passera. Très bien. On a eu plusieurs questions aussi sur les managers et notamment une sur comment les sensibiliser, alors notamment quand ils sont managers et recruteurs, aux soft skills. Et dans la question, il y avait une question aussi de génération, c'est-à-dire les managers notamment seniors, entre guillemets. Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que les jeunes sont plus sensibles aux soft skills ou pas? Ou voilà, est-ce que comment sensibiliser un peu les managers et peut-être ceux qui managent à l'ancienne, on va dire, plutôt que vraiment les seniors en tant que tels? Moi, je pense qu'il faut les sensibiliser. Alors, je vais répondre sur la partie génération. Je crois que c'est un peu en train de disparaître parce que c'est venu effectivement plutôt par. C'est-à-dire que les jeunes générations sont baignées là-dedans. Mais même dans les vieilles générations un peu réfractaires, par la force des choses, elles se rendent bien compte qu'il y a un certain nombre de choses, on va dire, plus humaines, comportementales, etc., qui posent problème. Et en général, ils le voient par exemple avec les clients où il voit qu'il y a des gens où ça se passe mal. Je suis manager, il y a quelqu'un où ça se passe mal parce qu'il vient de s'engueuler avec le client, par exemple. Et là, il commence à comprendre que tout ne se joue pas sur la technique. Donc, pour moi, pour les sensibiliser, c'est vraiment de les faire réfléchir sur les situations où ça a pu manquer. Les situations où tel soft skill, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter? Imaginons, ok, ça ne sert à rien, mais si ça servait à quelque chose, ce serait quoi? Donc, ce serait un peu de les faire réfléchir par la preuve eux-mêmes. Une spécificité de la rigidité mentale, c'est que plus on cherche à argumenter, plus on la renforce. Donc, d'essayer de convaincre des gens, de convaincre d'autres choses, la plupart du temps, ça ne marche pas, sauf si on a un argument massu, en général, on n'en a pas, ou bien s'ils en ont à peu près rien à faire, auquel cas ils veulent bien se laisser convaincre. Alors, comme là, c'est des convictions assez fortes, il ne faut pas chercher à attaquer, il faut chercher à faire réfléchir et montrer par des exemples. En fait. Ouais, du concret. Ouais. On a des témoignages intéressants. On a Agnès qui nous dit qu'elle est plutôt dans la catégorie senior, mais qu'elle est très sensible aux soft skills. À l'inverse, on a du coup, alors je sais pas de prénom. Du coup, oui, on nous dit il y a aussi des très jeunes recruteurs qui ne sont pas sensibles aux soft skills et qui veulent jusqu'au des cases de savoir-faire. Et en effet, il y en a beaucoup. Et quand on s'intéresse encore aux managers, quels sont selon toi les soft skills clés, notamment là pour manager en période de crise, mais je dirais plus largement pour être un bon manager demain, de quels on aura particulièrement besoin? Pour être un bon manager demain, pour moi, il y a deux choses. Il y a le côté prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ça va paraître un peu bizarre, peut-être dit comme ça, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de contrebalancer le côté compétitif, dur, un peu sans pitié, et de développer le côté empathique, coopératif, durable. Et j'insiste vraiment sur le côté prendre soin de soi et prendre soin des autres,
parce qu'il y a beaucoup de managers qui prennent soin des autres, mais qui laissent beaucoup de plumes. Donc, c'est vraiment cet équilibre ouais, pour moi, c'est la notion de care, en fait, en anglais. Donc, c'est vraiment souci de soi et souci des autres. Et puis, la dimension qui va être très importante à mon sens, la skill, ça va être la complexité. C'est-à-dire d'accepter le fait que quelle que soit la décision qu'on prend, ce ne sera pas la bonne réponse. Et donc, de faire avec tout un tas de… Ouais, et la complexité, en fait, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est un peu la combinaison de toutes les autres. C'est-à-dire, quand j'accepte que le monde est complexe, je ne peux pas avoir de rigidité mentale. Je ne peux jamais être sûr que j'ai raison. Du coup, je vais avoir besoin des autres, je vais avoir besoin de coopération et d'empathie parce que ça va me donner des prismes différents. C'est inconfortable, la complexité. Donc, je vais avoir besoin de gérer mes émotions, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment… Ouais, la complexité va être le facteur majeur. Et alors, on a plusieurs personnes qui nous disent qu'elles sont un peu trop prudentes et qu'elles n'osent pas forcément. Donc, quel serait ton conseil pour oser davantage? Et peut-être aussi, dans une période actuelle où il y a beaucoup d'incertitudes comme ça, où on a plutôt tendance à être très prudent et à pas forcément aller vers le changement, à pas forcément oser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'y entraîner, se muscler à l'audace? Alors, pour moi, il y a un premier antidote, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire, au nom de quoi, rappelez-vous ce que je vous dis tout à l'heure, dès qu'il y a… derrière le manque d'audace, il y a de la peur. Et derrière la peur, il y a forcément… Dès qu'il y a une émotion, il y a une valeur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui compte. C'est qu'on a peur que ça ne se passe pas bien, on a peur d'être déçu, on a peur d'échouer. Et donc, c'est de garder en tête ce qu'il y a de l'autre côté de la pièce. C'est qu'est-ce qui est si important pour moi qui fait que j'ai besoin d'avoir peur. Parce que si je ne veux pas me confronter à la peur, je suis obligé de renoncer à ce truc-là en même temps. Donc, c'est de garder présent à l'esprit le qu'est-ce qui est vraiment important. Le deuxième conseil pour moi, ce serait, je ne sais pas pourquoi, ça n'a peut-être pas le lien, mais je vais le dire quand même. Je vais vous dire ce qui me passe par la tête. Ce qui m'est venu par la tête en entendant ça, c'est le débat sur est-ce qu'il faut améliorer ses points faibles ou est-ce qu'il faut développer ses points forts. Et pour moi, c'est un faux débat, ça. Ce qui compte, c'est le contexte dans lequel on fait. C'est-à-dire que si je veux me défier, m'améliorer, oser, et que je fais ça dans un contexte de performance, de pression, ça va être dur, ça ne va pas être agréable et ça ne va pas me mener très loin. Donc oui, dans ces cas-là, développons les points forts. Mais si on l'approche dans un autre contexte, qui est par exemple un contexte où j'ai envie que ma vie soit plus que ça, j'ai envie, moi, d'être plus que ce que je suis aujourd'hui, j'ai envie d'avoir encore plus de cordes à mon arc. Là, ce n'est plus le même contexte. Et là, il y a des chances que ça m'attire un peu plus. Quand je prends l'exemple tout à l'heure des enfants, qu'est-ce qui fait qu'eux, ils sont capables de faire des choses que les adultes ne sont plus capables de faire? C'est parce qu'eux, ils s'amusent. Et donc, si on peut retrouver même à minima, alors ok, on est adulte, on a des responsabilités, on ne peut pas prendre n'importe quel risque, peut-être, mais est-ce que à minima, dans cette direction-là de ce qui est important pour moi, est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de m'amuser un peu? Donc ça, et puis après, on peut utiliser aussi la phrase d'Eleanor Roosevelt de faire chaque jour quelque chose qui nous effraie. C'est-à-dire de chaque jour se confronter à une petite peur. Ah ouais, chaque jour une nouveauté qui nous effraie un peu. Ouais, ou qui nous met inconfortable. En tout cas, qu'on aille se titiller un peu cette peur. Parce que plus on se détourne d'elle, plus elle gagne du terrain. Oui. Il y a aussi quels soft skills pour une reconversion professionnelle? Alors, tu as évoqué les valeurs notamment, mais du coup, c'est vraiment se recentrer sur ces valeurs peut-être Pour quelqu'un qui veut se reconvertir? Oui, quand on est en plein questionnement par rapport à l'avenir. C'est très clairement le sens et les valeurs. C'est quoi qui est important pour moi, quel sens je veux donner à ma vie, quel sens je veux donner à mon action, et puis après, toutes les valeurs autres, parce qu'après, tout ça, c'est les questions d'arbitrage. Donc, il y a aussi ces valeurs perso qui viennent en ligne de compte. Donc, oui, c'est vraiment les valeurs qui sont clés, là, très clairement. Non, attends, je rajoute un truc. Oui, vas-y. C'est-à-dire qu'après, on va pouvoir en rajouter d'autres. Pour trouver sa voie de reconversion, oui, c'est probablement les valeurs. Mais après, une fois qu'on a trouvé une piste, ça peut être intéressant aussi de se poser la question de est-ce que cet univers-là ne va pas me mettre en difficulté par rapport à là où j'en suis sur les autres skills. Par exemple, si je ne suis pas très bon en empathie et que je suis dans un métier extrêmement relationnel, par exemple, d'écoute, c'est ça que je veux choisir. Bon, est-ce que je l'ai suffisamment? Est-ce que je peux la développer ou pas? Si je suis plutôt solitaire et que je préfère être dans mon coin, peut-être que ça vaut le coup de développer la dimension coopération. C'est-à-dire que du coup, après,
les valeurs vont donner la direction et on va pouvoir avoir d'autres skills en fonction du domaine, du métier, etc., qu'on va avoir besoin d'activer ou de développer. D'accord. On avait une question pendant que tu faisais la présentation tout à l'heure de Fanny qui demandait comment repérer ces croyances limitantes, les schémas qui sont répétitifs, comment faire pour du coup les repérer, les identifier et puis réussir à les déconstruire pour pas que ça se répète indéfiniment. Alors, comment le repérer? Très honnêtement, je pense qu'en général, on les connaît plutôt bien. Quand on se pose 2 secondes et qu'on réfléchit à qu'est-ce qui m'a empêché dans ma vie jusqu'à présent, je pense qu'on arrive à repérer. Donc, la première chose, c'est de se poser, de regarder le passé et de voir s'il n'y a pas une thématique qui se dégage, s'il n'y a pas une espèce de petite voix dans notre tête qui tient un peu toujours le même discours, qui tient toujours un peu le même scénario. L'autre porte d'entrée, ce serait d'utiliser ses émotions. Dans les moments où on est découragé, dans les moments où au contraire on a peur, ou etc., c'est qu'est-ce que cette petite voix est en train de nous dire à ce moment-là. Donc, soit les thèmes récurrents, soit effectivement le discours qui se cache derrière les pensées. Après, il y a beaucoup de méthodes qui sont sur supprimer les croyances limitantes, etc., ou les changer. En fait, on ne peut pas les changer comme ça. On a pas mal d'études maintenant qui montrent que d'attendre qu'on change ce qu'on pense pour changer ce qu'on fait, en fait, on risque d'attendre un bon moment. Donc, la question, c'est vraiment de défier. En fait, l'action précède la pensée. C'est plus je vais oser défier cette petite voix, même à minima, de me lancer des petits challenges, plus je vais lui faire perdre du terrain et plus elle ne va pas changer, elle ne va pas se taire. Parce qu'en général, elle vient de bien loin. La plupart du temps, elle vient parfois de l'enfance, ou en tout cas, c'est quelque chose de familier depuis beaucoup d'années. Donc, c'est vraiment de se dire, est-ce que je vais te laisser diriger ma vie encore longtemps? Et si la réponse est non, c'est de se lancer des petits défis. Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est la mienne? Là, tu réponds un peu à une question qui est que faire quand le doute prend le dessus. C'est un peu ça, c'est de se dire des mini-challenges, des petits pas, la stratégie des petits pas pour pas que le doute nous paralyse. La première réaction qui me vient en entendant ça, c'est parfois les doutes sont justifiés. Donc, c'est vraiment, c'est un peu comme l'intuition, quoi. L'intuition, il faut la tester. Tu peux toujours avoir des intuitions et être tout le temps à côté de la plaque. Mais si tu la testes, par exemple, quand tu dis aux gens, voilà, j'ai l'impression que, ils vont te corriger si tu n'es pas juste et tu vas affûter ton intuition comme ça. Et pour moi, pour les doutes, c'est un peu pareil. Donc, c'est d'aller tester. Donc, ça revient un peu au challenge de tout à l'heure. C'est OK, je doute de ça, testons un peu. Parce qu'il est possible que mes doutes soient justifiés et qu'il y a un gros panneau danger qu'il faille faire demi-tour. Il ne s'agit pas de rentrer dans un espèce de truc de pensée positive où dès qu'on se lance des défis, on réussit tout. Non, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que d'accéder à notre sagesse intérieure est importante. Est-ce que c'est une espèce de saboteur qui est en train d'essayer de m'empêcher d'avancer ou est-ce qu'il y a un vrai signal à l'intérieur de moi qui est en train de me dire non, attends, fais gaffe, pour de vrai. On nous demande si justement, est-ce que l'intuition peut être considérée comme une soft skills? Pour moi, elle en fait partie, oui, très clairement. On aurait pu la mettre isolément. Pour moi, je n'ai pas mis d'exercice là-dessus dans le bouquin, mais je suis en train de le mettre dans mon programme de soft skills. Je suis en train d'en mettre un parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est surtout le contrepoids majeur au côté pensée rationnelle, etc. Il y a la dimension émotion et c'est lié, mais c'est encore un échelon au-dessus. Donc, pour moi c'est un mi-chemin entre la complexité et la créativité. Mais en tout cas, oui, c'en est clairement une, ça c'est sûr. Quel lien tu fais entre les soft skills internes et le bien-être? Pour moi, ce sont les compétences psychologiques. En fait, ce sont des compétences humaines. Mais humaines au sens propre du terme. J'aime bien ce mot-là. Parce qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on peut devenir pleinement humain. C'est-à-dire que d'un côté, on est très sophistiqué, on a été capable de fabriquer des sociétés incroyables. Et par certains autres côtés, on a des modes de fonctionnement encore un peu primitifs, quoi. Notamment dans la sphère émotionnelle et autres. Donc, on a besoin ces soft skills-là, ça va permettre de contrebalancer, de neutraliser l'effet de ces réactions un peu ancestrales.
Et quand on regarde les quelques soft skills, si je suis capable de gérer mes émotions, comme j'ai dit, de ne pas me laisser embarquer par ce côté pensée limitante, saboteur, etc. Si je suis connecté à ce qui est important pour moi, à mes valeurs, et que je suis capable d'adapter mon comportement en fonction de ça, il y a des chances que je sois un peu plus à l'aise dans mes baskets, que ce soit au travail ou ailleurs. On te demande aussi comment valoriser l'intuition lors d'un entretien, par exemple, parce que ce n'est pas quelque chose qui est mesurable. C'est pas montrer mon diplôme en intuition. Du coup, comment je peux montrer que je suis intuitive et que c'est une qualité, une compétence lors d'un entretien? Moi, je le ferai par la preuve. Alors, c'est quand même un L'expérience. sujet un peu casse-gueule. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de recruteurs qui sont très attachés à ça. Mais si jamais on veut mettre ça en avant, moi, je le ferai, alors c'est risqué aussi, moi, je le ferai je ferai fonctionner mon intuition pendant l'entretien. C'est-à-dire que je restituerai à ma recruteuse ou mon recruteur ce que je suis en train de sentir. Qui n'est peut-être pas dit, ou je ne sais quoi, ou quand la personne me parle de l'environnement, de dire mais j'ai l'impression que, ou je sens que, c'est-à-dire même si la personne ne se dit pas du coup que vous avez de l'intuition, ça aura quand même marqué. Donc moi, je l'utiliserai. Parce qu'on ne peut pas en faire la preuve, sinon ça va être du baratin. Voire même, on peut passer pour un peu illuminé pour la plupart des gens. C'est encore un gros mot pour beaucoup de gens, intuition. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc moi, j'en ferai juste la preuve. Et plus En tant largement, qu'entretien. oui. Toujours sur les entretiens, comment on peut montrer ses soft skills, entre guillemets, ou en tout cas les valoriser, je dirais au-delà de son CV quand tu es en entretien, pour que ce soit un plus. Et on nous demande aussi, est-ce que c'est important aussi pour les gens qui ont plus de 45 ans lors d'un entretien de mettre en avant les soft skills, ou est-ce que là c'est vraiment l'expérience et le côté hard skills qui va compter? Alors, je vais répondre à la deuxième, parce que je crois que j'ai déjà un peu oublié la première. Je te la redirai. Tu me la reposeras après. Moi, je pense que… après, ça dépend des recruteurs. Il y en a qui sont centrés uniquement sur l'expérience. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le but de l'expérience, c'est justement d'en tirer des améliorations en termes de soft skills, de développer sa prise de recul, sa sagesse, sa capacité à gérer des situations complexes, de réussir à comprendre les autres, etc. C'est vraiment le but de nous, humains, pas seulement au travail en avançant en âge, de développer toutes ces facettes-là. Donc, pour moi, au contraire, si on a accumulé autant d'expérience et qu'on n'a pas développé ces soft skills, il y a un problème. Ouais, Ou en tout cas, c'est triste. Et Et c'est la plupart du temps pas vrai de toute façon. oui, oui. Et pour mettre en avant ces soft skills lors d'un entretien, c'était ma première question. Du coup, c'est passé par le concret, des exemples de ce qu'on a mené dans lequel on a utilisé les soft skills? Bon, ça, théoriquement, c'est le job du recruteur. Hein. S'il fait bien son boulot, c'est à lui d'aller chercher ça ou elle d'aller chercher ça. Mais effectivement, de toute façon, ça peut être que la preuve. Après, si on tombe sur des recruteurs pas très bons, ils sont ravis quand on leur dit, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très empathique, moi, par exemple, j'ai beaucoup de recul, etc. Les recruteurs mauvais sont très contents parce qu'ils peuvent cocher leur case tout de suite. L'entretien est nullissime. Donc, il y en a avec qui ça peut marcher. Oui, ouais. Et alors, on a une question pour les hypersensibles. Quelle serait la soft skills à muscler lorsque l'on est hypersensible? Pour moi, c'est une des composantes de l'empathie, c'est le souci de soi. C'est-à-dire de connaître ses limites, de se préserver et surtout de travailler la bienveillance envers soi-même. J'ai fait une chronique sur My Happy Job il y a quelques temps là-dessus, sur une personne hypersensible. C'est quelque chose, la sensibilité est quelque chose dont on manque cruellement dans le monde actuel. Donc, c'est un don, ça. Mais le problème, c'est que comme tous les dons, c'est aussi des malédictions. Donc, il faut apprendre à l'utiliser un peu comme les super pouvoirs de super-héros, comme dans les X-Men, ils ne savent pas trop comment faire quand ils sont ados et puis après, ils apprennent à se débrouiller avec. Donc, pour moi, c'est à la fois de voir ça comme un don et puis surtout de travailler le côté bienveillance envers soi-même, autocompassion et préservation de soi. Un souci de soi, de mettre ses limites, etc.
Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais essayer de faire encore 2-3 questions. On en a une sur l'empathie qui est très intéressante et qui nous dit quand quelqu'un ne fait pas attention aux autres, est-ce que bah, c'est une fatalité et c'est fini ou est-ce qu'on peut devenir empathique à n'importe quel âge, j'ai envie de dire? Alors, la réponse est oui. Enfin, est-ce qu'on peut devenir empathique à n'importe quel âge? On va tous partir avec une base différente et un niveau d'entraînement différent arrivé à tel ou tel âge. On va dire qu'on peut toujours progresser, en tout cas. Euh, il y a deux choses pour l'empathie. Très souvent, les personnes qui manquent d'empathie, c'est pas qu'elles s'en foutent des autres. Enfin, c'est pas qu'elles aiment pas les autres ou qu'elles sont contre, etc. C'est qu'elles voient pas. Alors, soit parce qu'elles sont très tournées vers elles-mêmes et très égoïstes, et à ce moment-là, on va avoir une marge de manœuvre assez limitée. Mais la plupart du temps, c'est qu'elles ne se rendent pas compte ou qu'elles ne prennent pas le temps. Et donc, très souvent, d'attirer leur attention là-dessus, de les éduquer sur, voilà, quand tu me dis ça, voilà ce que je ressens, voilà ce que ça me fait. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à développer cette dimension-là. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué très souvent de développer l'empathie? C'est qu'on n'a pas de feedback, à part situation de crise. Et comment est-ce qu'on développe une compétence? C'est par essai-erreur et quand on a un feedback de l'environnement qui nous dit si on est dans la bonne direction ou pas. Donc, pour les personnes qui n'y arrivent pas elles-mêmes, c'est vraiment de renforcer cette dimension de miroir ou en tout cas de feedback. Très bien. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande aussi 2 mots sur ton programme. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça va consister exactement, le programme du coup en ligne d'accompagnement? Ce sera en live, ce sera une fois par semaine sur 10 semaines, avec probablement une coupure au milieu. Donc, ce sera 1h30 à 2 heures sur chacune des skills. Et c'est une succession d'exercices avec des tonalités très différentes. Par exemple, valeur, ce sera beaucoup plus développement personnel. Empathie, il y a beaucoup de tests et d'exercices. Flexibilité mentale, c'est très ludique. Donc, il y aura des tonalités à chaque fois et c'est une succession d'exercices. Le but étant à la fin de voir là où j'ai envie de travailler, là où j'ai besoin de travailler éventuellement, et puis de partir avec sa feuille d'entraînement pour le reste. Donc, c'est vraiment comme une séance de fitness avec un coach sportif, pas coach au sens. Vous pouvez démarrer avec le livre et après, pour ceux qui veulent aller plus loin et être Oui, musclés parce comme que jamais, il y a, les soft skills. exactement, il y a des recoupements, mais ce n'est pas la même chose. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a des exercices différents, et il y en a plus évidemment dans le module de 2 heures. Plusieurs personnes nous demandaient aussi si tu animais des Et conférences attends, juste sur le programme, en il suffit de présentiel. m'envoyer un petit mail pour en savoir plus. Oui, on mettra, je vais le Sur mettre dans LinkedIn. le chat. Ouais. Ouais. Et puis on le mettra, il n'y a pas de souci. Et oui, pour ceux qui nous demandent pour les séminaires ou les conférences en présentiel, quand ce sera à nouveau possible de se voir dans une salle tous ensemble, c'est des choses que tu fais. Oui, c'est Et des on choses va que je prendre fais. une dernière question, parce qu'après, on va devoir vous laisser, parce qu'il sera bientôt 2h30. Où se positionne l'assertivité dans le sujet des soft skills? Où est-ce qu'on place l'assertivité? Moi, je l'ai casé dans la coopération. Pour moi, c'est une des composantes de la coopération parce que la coopération, c'est différents ingrédients, mais c'est à la fois comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on œuvre pour l'intérêt collectif, mais il y a aussi la notion de, à la fois des limites, mais aussi de comment est-ce qu'on influence, pour ne pas se faire bouffer totalement par le collectif ou par les autres. Donc, pour moi, c'est cette polarité-là qu'on trouve dans la coopération. Très bien. Eh ben, on va pouvoir conclure. Il est 29. On est bien. On est bien. Bien, merci à toutes et à tous. Vous avez été plus de 250 à nous suivre, donc c'est un vrai plaisir pour ce premier webinaire avec Christophe. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle le livre qui s'appelle Soft Skills, 10 séances d'auto-coaching pour cultiver ses talents. Il est disponible chez Vibert et en librairie. Allez voir votre libraire, commandez-le. Et sinon, vous pouvez aussi le commander en ligne un peu partout, Fnac, Cultura, voilà, et Amazon pour pas les citer. Et pour la suite, vous avez 3 autres webinaires pour les personnes que ça tente. La semaine prochaine, jeudi prochain, même heure, même endroit, avec Franck Pani sur le management dans lundi. Et puis le 9 et le 11, ce sera avec Catherine Bory et Diane Ballona-Roland pour Zen et en forme et Slow Working. Voilà, tout un programme. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, merci à Vibert et à bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Et oui, j'oubliais, si vous avez acheté le livre ou si vous l'achetez et que vous l'avez adoré, laissez-nous un commentaire sur la Fnac, sur Amazon. Ah oui, Ça nous oui. fera super plaisir de lire vos retours et de savoir comment ce livre vous a aidé. Voilà, merci, à très bientôt. Merci, bye bye.